Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bon, dans cette séance, on va terminer la série numéro 3 en traitant l'exercice 7 et l'exercice 8 qui reste, bien sûr. Donc, commençons par l'exercice 7. Soit x b mu un espace mesuré complet. Là, vous avez une hypothèse importante. Première question. Soit f de x vers r bar une fonction b mesurable et g de x vers r bar une fonction quelconque, telle que f égale g mu presque partout. Montrez que g est b mesurable. Donc, si vous avez une fonction mesurable qui coïncide presque partout avec une autre fonction, cette autre fonction, bien sûr, est nécessairement mesurable lorsque l'espace est complet. Sinon, le résultat est faux. OK? Allons-y. Donc, f elle est b mesurable et g est quelconque, tel que f égale g mu presque partout. Bon, je vous conseille d'abord de regarder la vidéo cours 20 et la vidéo cours 21 pour bien maîtriser la notion de propriété vraie presque partout. J'attire aussi votre attention qu'il y a une petite erreur verbale dans la vidéo cours 20 que j'ai corrigée dans la vidéo cours 21. OK? Donc, soit N, cet ensemble, c'est-à-dire si l'ensemble des x appartiennent à x, tel que f de x est différent de g de x. Bon, comme on a f égale g, mais presque partout, alors par définition, cet ensemble appartient à n mu. C'est-à-dire il est contenu dans un mu négligeable, dans un mesurable de mesure nulle. Or, l'espace est complet. Hein? C'est-à-dire que n mu est inclus dans B. Donc, puisque n appartient à n mu, il est dans B, c'est un mesurable. Et par suite, il est de mesure nulle. Parce que n, il est contenu dans un mu négligeable, B. Comme il est lui-même mesurable, il est aussi mu négligeable. Donc, n appartient à B et mu de n égale 0. Okay? D'après la définition de f égale g mu presque partout et d'après la définition d'un espace mesuré complet. Donc, nous voulons montrer que g est mesurable. Il suffit alors de montrer que quel que soit A appartient à B R bar, ça c'est la définition, quel que soit A appartient à B R bar, G-1 de A appartient à B. Ou encore, il suffit de montrer que quel que soit alpha appartient à R, cet ensemble appartient à B. Cet ensemble, c'est l'ensemble des x appartient à grand X, tel que G de X est inférieur ou égal à alpha. Alors, donc, ce qu'on va faire, on va montrer que quel soit alpha appartient à R, cet ensemble appartient à B. Or, ça, c'est l'ensemble des x appartient à x, tel que g de x inférieur ou égal à alpha. Et grand X, c'est N union NC. Donc, je peux couper cet ensemble en deux. C'est l'ensemble des x appartient à N, tel que g de x est inférieur ou égal à alpha, union l'ensemble des x appartient à NC, tel que g de x est inférieur ou égal à alpha. Voilà le premier. L'ensemble des x appartient à N, tel que g de x est inférieur ou égal à alpha. Union l'ensemble des x appartient à NC tel que g de x est inférieur alpha, pardon, ici c'est pas x, tel que g de x est inférieur ou égal à alpha. Or, sur NC, on a f égale g. Donc, je peux remplacer g de x par f de x. C'est pour ça que j'ai mis f de x ici. Donc, ça, c'est l'ensemble des x appartient à NC tel que f de x est inférieur ou égal à alpha ici. OK? Cet ensemble, je l'appelle M, grand M. Hein? Et cet ensemble, c'est NC inter l'ensemble des x appartient à x, tel que f de x est inférieur ou égal à alpha. Okay. Or, f est b mesurable. Donc, cet ensemble appartient à b. Comme n appartient à b, regardez, n appartient à b, alors nc appartient à b. Donc là, c'est l'intersection de deux ensembles mesurables. Donc, c'est un ensemble mesurable. Donc, cette intersection-là est un élément de B. C'est dû au fait que f est b mesurable et que n appartient à b. Voilà, donc cet ensemble, il appartient à B. Reste à montrer que cet ensemble-là, c'est-à-dire M, appartient à B. De plus, on a M est inclus dans N. Et N est un mu négligeable. On vient de le voir. Voilà, N, il appartient à B. Et mu de N égale 0. C'est dû au fait que N mu est inclus dans B. Okay? Et que N appartient à N mu, bien sûr. Donc, N est un mu négligeable. On a M est inclus dans N et M est un mu négligeable. C'est un mesurable de mesure nulle. Comme l'espace est complet,
alors M appartient à B, par définition. Ok, donc M appartient à B puisque mu est complète, ou on peut dire aussi puisque l'espace XB mu est complet. Donc on a montré que cet ensemble-là appartient à B, que cet ensemble appartient à B, par suite, l'ensemble G inférieur égal à alpha appartient à B, quel que soit alpha appartient à R. Il en résulte alors que G est mesurable. Voilà, tout simplement. Et donc l'hypothèse XB mu complet est indispensable, sinon le résultat est faux, on va le voir dans la question 3. Donc, passons à la question suivante, la question 2. Donc, soit Fn, une suite de fonctions B mesurables, définies de x vers R. Vous pouvez mettre ici R bar, il n'y a pas de problème. Ok, donc on prend R bar au lieu de R. Donc, soit Fn, une suite de fonctions B mesurables, définies de x vers R bar, qui convergent mu presque partout vers une fonction F. F, bien sûr, définie de x vers R bar. Montrez que F est B mesurable. Donc, si vous avez une suite de fonctions mesurables, qui convergent presque partout vers une fonction f de x vers r bar, bon, normalement, f n'est pas nécessairement b mesurable. Mais grâce à la complétude de l'espace, f est nécessairement b mesurable, ce qu'on va voir dans la question 2. Donc, fn est une suite de fonctions b mesurables de x vers r bar, qui convergent presque partout vers une fonction f de x vers r bar, montrant que f est b mesurable. Donc, qu'est-ce qu'on considère? On considère soit n, bon, puisque f il converge presque partout vers f. Donc on considère n, c'est l'ensemble des x appartiennent à x, tel que fn de x ne converge pas vers f de x. Bon, puisque fn converge presque partout vers f, cet ensemble appartient à n mu, d'après la définition. Ok, d'après la définition de cette propriété, la convergence presque partout. Donc n appartient à n mu. Et par suite, n appartient à B et mu de n égale 0, puisque mu est complète. Le même raisonnement que précédent. OK? Donc c'est grâce à la complétude que n appartient à B, et par suite, c'est un mu négligeable, puisqu'il est contenu dans un mu négligeable. Comme il est mesurable, il est lui-même un mu négligeable. Donc, bon, on peut procéder de la même manière que dans la question précédente. On veut montrer que f est mesurable. Donc, il suffit de montrer que pour chaque alpha appartient à R, l'ensemble f inférieur ou égal à alpha est immesurable, en faisant la même décomposition. Là, l'ensemble des x appartient à n tel que f de x est inférieur ou égal à alpha, unir l'ensemble des x appartient à nc tel que f de x est inférieur ou égal à alpha. Or, sur nc, f de x, c'est la limite de fn de x. Hein? Parce que fn converge vers f simplement sur nc. OK? Donc, je peux remplacer la limite par la limite inf. OK? La limite inf qui existe partout. Et la limite inf est mesurable. Donc cet ensemble est mesurable, puisque la limite inf est mesurable, NC est mesurable. OK? De même, cet ensemble est contenu dans M, qui est un mu négligeable, l'espace est complet, donc cet ensemble M appartient à B. Par suite, F est mesurable. Ou encore, on peut exploiter la question 1. C'est-à-dire, nous voulons montrer que F est B mesurable, il suffit de montrer que F coïncide presque partout avec une autre fonction B mesurable. C'est bon? Donc, on a considéré cet ensemble, on a vu qu'il appartient à n mu, par suite, il appartient à B, il est de mesure nulle. C'est un mu négligeable puisque la mesure est complète. Bon, le raisonnement qu'on va faire maintenant est un raisonnement très fréquent en intégration. C'est un raisonnement simple, mais très fréquent en intégration. Souvent, on l'applique pour passer d'une propriété qui est vraie presque partout à une propriété qui est vraie partout, quitte en général à multiplier par la fonction caractéristique du complémentaire d'un mu négligeable. Donc, au lieu de travailler avec Fn et F, bon, on va multiplier Fn par qui nc et F par qui nc. Donc, on pose F, G égale F qui nc. N, c'est ce négligeable-là, c'est un négligeable. Voilà, c'est un négligeable. OK? Et Gn, c'est Fn fois qui nc. Quel que soit n appartient à n. Fn est bien mesurable. N est immesurable. Donc, NC est immesurable. Donc, qui NC est mesurable. Le produit de fonction mesurable est une fonction mesurable. Et le produit est bien défini. Hein? Même si la fonction Fn est à valeur dans R bar, parce qu'on a la convention 0 fois l'infini égale 0. Donc, Gn est B mesurable. C'est une fonction B mesurable. De plus, Gn converge simplement sur X vers G. Pourquoi? Parce que si X appartient à NC, Gn de X, c'est Fn de X. Et on sait que Fn de x converge vers f de x lorsque x appartient à nc.
Donc, Fn de x, c'est-à-dire Gn de x, égale Fn de x, converge vers f de x. Mais f de x, c'est G de x, parce que x appartient à un C. Donc, si x appartient à un C, Fn de x converge vers f de x, par suite, Gn de x converge vers G de x, parce que Fn de x égale Gn de x, et f de x égale G de x. Si x appartient à n, Gn de x égale 0 et G de x égale 0. Donc, Gn de x converge vers G de x. Donc, la nouvelle suite, Gn, il converge simplement vers la nouvelle fonction G, sur x, tout entier. Fn, il converge presque partout vers f. Mais Gn, vous voyez, on s'est ramené à une suite de fonctions mesurables qui convergent simplement sur x tout entier vers une fonction G. Par suite, G est mesurable d'après le cours. Parce que si une suite de fonctions mesurables converge simplement sur x vers une autre fonction, cette fonction est nécessairement mesurable. Donc, Gn converge simplement vers G sur X, et par suite, G est B mesurable. D'autre part, il est clair que F égale G presque partout, parce qu'elle coïncide sur NC, sur le complémentaire d'un négligeable. Bon, puisqu'ils coïncident sur le complémentaire d'un négligeable, c'est-à-dire sur NC, elles sont alors égales presque partout. Donc, on a F égale G presque partout. Bon, vous avez G B mesurable, F égale G presque partout, l'espace est complet, donc d'après la question 1, F est B mesurable. D'après 1. Voilà donc pour la deuxième question. Troisième question. Les résultats de 1 et 2 restent-ils vrais si x b mu n'est pas complet? La réponse est négative. C'est-à-dire les résultats de 1 et 2 ne sont plus vrais si x et b mu ne sont plus vrais en général, bien sûr. Si x et b mu n'est pas complet. Donc, il faut construire des contre-exemples. Donc, on suppose que x b mu n'est pas complet. Donc, qu'est-ce que ça veut dire x b mu n'est pas complet? Ça veut dire que n mu n'est pas contenu dans B. Okay? Donc, il existe un n qui appartient à n mu et n'appartient pas à B. Donc, soit n appartient à n mu, tel que n n'appartient pas à B. Bon, n appartient à n mu, ça veut dire ça, entre parenthèses. Ça veut dire qu'il est contenu dans un mu négligeable B. Ça veut dire qu'il existe B appartient à P mesurable, bien sûr, de mesure nulle, qui contient P. Donc, qu'est-ce qu'on veut établir pour montrer que le résultat de 1 n'est pas vrai, en général. Donc, il faut construire une fonction mesurable et une fonction qui n'est pas mesurable, qui coïncide presque partout. Okay? Bon, la fonction qui n'est pas mesurable, bien sûr, c'est Kn. Vous n'avez pas d'autre fonction parce que l'espace n'est pas connu, c'est un espace abstrait. On sait que le seul élément qui n'appartient pas à B pour nous, c'est n. On ne connaît pas d'autre. Donc, on doit prendre G égale qui n, on n'a pas le choix. Donc, soit G égale qui n. Qui n n'est pas mesurable car n n'est pas mesurable. N n'appartient pas à B. Donc, voilà la fonction qui n'est pas mesurable. C'est G, c'est qui n. Bon, la fonction mesurable maintenant. Il faut d'abord une fonction mesurable f qui coïncide presque partout avec G. On prend la fonction f égale 0, ou qui b, le mesurable que vous avez ici entre parenthèses. Regardez. D'abord, pour f égale 0, c'est une fonction constante, donc il est b mesurable. Et il coïncide presque partout avec g. Parce que l'ensemble... Pardon, l'ensemble f différent de g, c'est n. OK? Regardez, f de x égale 0 partout. Et g de x égale 0 sur nc. Et sur n, c'est 1. Donc, il diffère sur n. Donc, l'ensemble des x tel que f de x est différent, c'est n. OK? Donc, ça veut dire que f égale g mu presque partout. C'est bon? Ou, je peux prendre g égale qui n et f égale qui b. B est immesurable. Donc, qui b est une fonction mesurable. Donc, f égale qui b est une fonction mesurable. Bon, il est clair que qui b et qui n diffèrent sur b moins n, parce qu'ils coïncident sur n. Et ils coïncident sur le complémentaire de b. Sur le complémentaire de b, les deux fonctions valent 0. Sur le complémentaire de b, ils prennent la valeur 0. OK? Sur n, ils prennent toutes les deux 1, puisque n est inclus dans b. Donc, ils diffèrent sur b moins n. Parce que sur b moins n, cette fonction prend 1 et cette fonction prend 0. Donc, l'ensemble f différent de g, c'est b moins n, dans le cas où f égale qui b. Ou tout simplement, pour les deux,
c'est-à-dire pour f égale 0 et pour f égale ou f égale qui b. Il suffit de remarquer que f de x égale g de x, quel que soit x appartient à bc, sur le complémentaire de b. Et b est négligeable. Donc vous avez f égale g mu presque partout. Ok, on n'a même pas besoin de calculer cet ensemble. Il suffit de remarquer que f et g coïncident sur le complémentaire de b. Pour f égale 0 et pour f égale qui b. G, bien sûr, c'est toujours qui n. Donc, on a une fonction qui n'est pas mesurable, une fonction qui est mesurable, hein, et qui coïncide presque partout. Donc, ceci prouve que le résultat de 1 n'est plus vrai, n'est pas vrai en général, si l'espace n'est pas complet. Bon, montrons maintenant par un contre-exemple que le résultat de 2 n'est pas vrai en général. Donc, il faut construire une suite de fonctions mesurables qui convergent presque partout vers une fonction qui n'est pas mesurable. Bon, la fonction qui n'est pas mesurable, c'est toujours f égale qui n. On n'a pas le choix. Donc, on prend f égale qui n. Il n'est pas mesurable car n n'appartient pas à b. Bon, pour fn, on prend la fonction constante 0 ou qui b. Donc, fn égale 0, quel que soit n, ou fn égale qui b, pour tout n, appartient à n. Bon, il est clair que fn n'est pas mesurable car n n'appartient pas à b. Bon, fn égale 0, c'est une fonction b mesurable, pour tout n. Et il converge presque partout vers qui n. Il converge presque partout vers qui n. Donc, pour fn égale 0, vous avez l'ensemble des x tels que fn de x ne converge pas vers f de x, c'est n. Hein? Parce que regardez, si x appartient à nc, f de x égale 0 et fn de x égale 0. Donc, fn de x converge vers f de x. Okay? Si x appartient à n, fn de x égale 0 et f de x égale 1. Donc, fn de x ne converge pas vers f de x. Donc, l'ensemble où fn ne converge pas vers f, c'est n. Dans le cas où fn égale 0. Et dans le cas où fn égale qui b, l'ensemble où fn ne converge pas vers f, c'est b moins n, comme dans le premier cas. OK? Donc, dans les deux cas, n, il est contenu dans un négligeable, hein, et b moins n est contenu dans un négligeable, parce que tous les deux, ils sont contenus dans b. Okay? N est contenu dans b, et b moins n est contenu dans b. Donc, ça veut dire que fn converge vers f, mieux presque partout. Ou tout simplement, on n'a même pas besoin de calculer cet ensemble. Il suffit de remarquer que fn de x égale 0 converge vers f de x égale 0, quel que soit x appartient à bc. Hein? Parce que si x appartient à bc, fn de x égale 0 et f de x égale 0. Donc, vous avez la convergence. Donc, ça veut dire que fn converge vers f simplement sur bc. Comme b est un ensemble mu négligeable, alors fn converge vers f presque partout. Donc, on n'a même pas besoin de calculer cet ensemble, déterminer cet ensemble. Passons à l'exercice 8. C'est un exercice très important. Le but de l'exercice 8, c'est de construire un ensemble qui n'appartient pas à BR chapeau, qui n'est pas le beg mesurable, donc il n'est pas borélien aussi, bien sûr. Okay? Soit l'espace mesuré R, BR chapeau lambda, et soit R la relation binaire définie sur 0, 1 par... Vous voyez, il est très facile de donner des éléments de BR chapeau. On connaît une infinité d'innombrables d'éléments de BR chapeau. Mais pour donner un élément, une partie de R qui n'appartient pas à BR chapeau, c'est pas évident du tout. Okay? C'est-à-dire qu'on ne connaît que les ensembles mesurables. Hein? Pour construire un ensemble non mesurable, il faut souffrir. Un ensemble qui n'appartient pas à BR chapeau. Okay? C'est pas évident. Donc on définit la relation binaire R sur 0,1, sur l'ensemble 0,1, définie par, quel que soit x appartient à 0,1, x est en relation avec y, si et seulement si x moins y appartient à q. Si la différence est un rationnel. Bon, bien sûr, puisque x et y sont dans 0,1, x moins y appartient aussi à l'intervalle moins 1, 1. Donc en réalité, si vous avez x moins y appartient à q inter moins 1, 1. C'est équivalent, bien sûr. Donc, montrer que R est une relation d'équivalence sur 0,1. Déterminer la classe de x pour tout x appartient à 0,1. Pour la première question. Allons-y. Bon, le fait que c'est une relation d'équivalence, c'est trivial. Il est réflexive, symétrique et transitive. Je ne le fais pas. Okay. C'est immédiat. En déterminant la classe de x pour tout x appartenant à 0,1. Par définition, la classe de x, c'est l'ensemble des y appartenant à 0,1 tel que x est en relation avec y. Donc, si l'ensemble des y appartient à 0,1 tel que y moins x appartient à q. Donc, si l'ensemble des y appartient à 0,1 tel qu'il existe q appartient à 1
tel que y moins x égale q, c'est-à-dire y égale x plus q. Donc, c'est l'ensemble des y appartiennent à 0,1 tel qu'il existe q appartient à q, tel que y égale x plus q. Donc, ça veut dire que c'est x plus q inter 0,1. Parce que y appartient à 0,1, ça prouve que y appartient à x plus grand q. OK, plus q, pour l'ensemble q. Donc, ça veut dire que c'est x plus q, le translaté de q par x est fixe, bien sûr, inter 0,1. Bon, il est clair que c'est un ensemble dénombrable, bien sûr. Parce que q est dénombrable. Donc, son translaté est un ensemble dénombrable. Donc, inter 0,1, c'est un ensemble dénombrable. Donc, chaque classe d'équivalence est dénombrable. Il est infini, hein? Il est infini, bien sûr, dénombrable. Il n'est pas fini. Il est dénombrable. OK? Chaque classe, quel que soit x appartient à 0,1, la classe de x est un ensemble dénombrable. Donc, l'ensemble quotient, l'ensemble de toutes les classes d'équivalence est un ensemble infiniment dénombrable. Parce que les classes d'équivalence forment une partition de 0,1. Donc, si l'ensemble quotient est au plus dénombrable, comme 0,1 est la réunion des classes d'équivalence, donc il sera au plus dénombrable, ce qui est absurde. OK? Donc, il y a une infinité non dénombrable de classes d'équivalence. OK? Bon, par exemple, classe de 0. Classe de 0, c'est 0 plus q. C'est q inter 0,1. C'est aussi la classe de q, quel que soit q appartient à q. Parce que si q appartient à q, q plus q, c'est q. Donc, c'est q inter 0,1. Donc, ça veut dire ici, regardez, tous les rationnels sont regroupés dans la même classe. C'est la classe de 0. Tous les rationnels sont en relation entre eux. Donc, ils sont regroupés dans la même classe d'équivalence. C'est la classe de 0, c'est la classe de 1, c'est la classe de 1 demi, c'est la classe de 1 tiers, c'est la classe de 2 tiers, et ainsi de suite. OK? Par contre, regardez, soit x appartient à 0,1, quelconque. Alors, si je prends R appartient à moins x, 1 moins x, qui est un intervalle bien sûr non vide, c'est même infini, il est infini. Si je prends R appartient à moins x est fixé dans 0,1. Donc, je prends R appartient à moins x, 1 moins x, inter R moins q. Donc, R est un irrationnel qui est entre moins x et 1 moins x. Bon, pourquoi entre moins x et 1 moins x? Pour que x plus R soit dans 0,1, tout simplement. Parce qu'on travaille dans 0,1. Donc, si R est dans 1 moins x, dans moins x, 1 moins x, R plus x est dans 0,1. OK? Et il y a bien sûr une infinité non dénombrable de choix ici, bien sûr, parce que cette intersection est infinie non dénombrable. OK? Donc, si R appartient à moins x, 1 moins x, inter, c'est un irrationnel qui est entre moins x et 1 moins x, alors R plus x appartient à 0,1. Et la classe de R plus x est différente de la classe de x. Tout simplement parce que x plus R n'est pas en relation avec x. Regardez, parce que vous avez x plus R moins x, hein, x plus R moins x, c'est R. Et R n'appartient pas à Q. Donc, x plus R n'est pas en relation avec x. Donc, la classe de x plus R est différente de la classe de x. Si vous justifiez encore que cet ensemble, on peut justifier à partir de ça que 0,1 sur R est infini non dénombrable. Vous voyez? Donc, les rationnels sont regroupés dans la même classe d'équivalence, les irrationnels non. Donc, on va construire un ensemble bizarre ici, en utilisant l'axiome de choix. Vous avez l'ensemble quotient qui est formé par les classes d'équivalence. Toutes les classes d'équivalence qui forment une partition de 0,1. Les classes d'équivalence forment une partition de 0,1. Donc, de chaque classe d'équivalence, on va piquer un seul élément. On va choisir un seul élément. C'est l'axiome de choix qui nous permet de faire cette opération. OK? De chaque classe d'équivalence, on va prendre uniquement un seul élément. Donc, soit B l'ensemble obtenu en prenant un seul élément de chaque classe d'équivalence. Autrement dit, B, il est contenu dans 0,1. Et pour tout x appartient à 0,1, B inter la classe de x est un singleton. Parce que B, pour construire B, qu'est-ce qu'on a fait? De chaque classe d'équivalence, on a choisi un et un seul élément. Donc, B inter n'importe quelle classe d'équivalence est un singleton. Bon, on en déduit bien sûr que B est infini, non dénombrable. OK? B est infini, non dénombrable, puisqu'on a une infinité non dénombrable de classes d'équivalence. Bon, il faut qu'il soit infini non dénombrable. Il ne peut pas être au plus dénombrable. Parce que nous voulons montrer que B n'est pas mesurable. Et on sait que tout ensemble au plus dénombrable est mesurable. Donc, B doit être infini non
non dénombrable. Voilà, donc on a répondu à la question A et B, donc la question A, montrant que B n'est pas mesurable. On utilisera, après les avoir justifiés, les inclusions suivantes. C'est un encadrement. La réunion sur Q appartient à moins A1 inter Q de B plus Q, ça c'est le translaté de B par Q, et contient 0,1 et il est contenu dans moins A2. Donc on va d'abord établir cet encadrement, puis après on montrera que B n'est pas mesurable par l'absurde. En montrant d'abord l'encadrement. Pour la première inclusion, soit x appartient à 0,1, on sait que B inter, x est fixé, on sait que B inter, la classe de x, est un singleton. Ça veut dire que B contient un seul élément de cette classe. Ce n'est pas nécessairement x, bien sûr. Un seul élément de cette classe. Donc, il existe y appartient à B, tel que x est en relation avec y. Okay. Puisque B contient un seul élément de cette classe d'équivalence. Donc, il y a un élément dans l'intersection. Donc, cet élément y, que j'appelle y, il appartient à B, et il appartient à la classe de x. Qu'est-ce que ça veut dire il appartient à la classe de x? Ça veut dire qu'il est en relation avec x. Okay. Donc, il existe y appartient à B, hein, et appartient à la classe de x. C'est-à-dire il est en relation avec y. C'est-à-dire que x moins y appartient à q. Okay. Donc, il existe y appartient pour x fixé, dans 0,1, il existe y appartient à B, il est même unique, bien sûr, tel que x est en relation avec y, c'est-à-dire x moins y appartient à q. Comme x et y sont dans 0,1, parce que b il est inclus dans 0,1, n'oubliez pas ça. Donc x est dans 0,1 et y est dans 0,1. Alors x moins y appartient à l'intervalle moins 1, bien sûr. Okay. X moins y est dans q, il est dans l'intervalle moins 1, donc il est dans q inter moins 1. Et par suite, x moins y appartient à q moins 1. Donc il existe q appartient à moins 1 inter q, c'est que x égale y plus q. Bon, parce que vous avez, regardez, x est en relation avec y, donc x moins y égale, il existe q appartient, parce qu'il existe q appartient à q inter moins 1, c'est que x moins y égale q. Okay. Donc x égale y plus q. C'est ça? Voilà. Voilà, donc il existe q appartient à moins 1, tel que x égale y plus q, puisque x moins y égale q. Et y plus q, il appartient à b plus q, parce que y appartient à b. Donc x appartient à cette réunion. Donc on a montré la première inclusion. La première inclusion utilise la définition de B. B rencontre chaque classe d'équivalence en un seul point. Voilà. La deuxième est immédiate. Inversement, on a montré cette inclusion. Inversement, B est inclus dans 0,1. Donc on a quel que soit Q appartient à moins A1 inter Q, B plus Q, bon, puisque B est inclus dans 0,1. Donc B plus Q est inclus dans le segment Q plus 1. Et Q plus 1, il est inclus dans moins A2. Quel que soit Q appartient à moins A1 inter Q. Regardez, pour Q égale moins 1, cet intervalle c'est moins A, 0. Mais pour Q égale 1, cet intervalle c'est 1, 2. Donc tous les ensembles B plus Q sont contenus dans moins A2. OK? Donc la réunion est inclue dans moins A2. Donc ce qui établit alors l'encadrement. On montre maintenant que B n'est pas mesurable par l'absurde. Bon, avant de raisonner par l'absurde, remarquons d'abord que les ensembles B plus Q, lorsque Q varie dans moins A1 inter Q, sont 2 à 2 disjoints. OK? Ils sont d'abord, bon, pas pour l'instant, ils sont 2 à 2 disjoints. Bon, pourquoi? En effet, s'ils ne le sont pas, alors il existe Q et Q' appartient à moins A1 inter Q, tel que B plus Q inter B plus Q' est différent de vide. OK? Bon, qu'est-ce que ça veut dire B plus Q inter B plus Q' est différent de vide? Ça veut dire qu'il existe un Z qui appartient à la fois B plus Q et B plus Q'. Donc Z est de la forme A plus Q et il est aussi de la forme B plus Q', avec A et B appartenant à grand B. Donc il existe A, B appartient à B, tel que cet élément Z égale A plus Q égale B plus Q'. Bon, je n'ai pas mentionné le Z ici parce que c'est inutile. OK? Donc A plus Q égale B plus Q'. Donc A moins B égale Q' moins Q. Donc ça veut dire que A moins B appartient à Q,
puisque Q et Q' appartiennent à Q. Donc A est en relation avec B. Donc, par suite, A est en relation avec B et A est différent de B. A est différent de B parce que Q est différent de Q'. Parce que si A égale B, vous aurez Q égale Q'. Donc, puisque Q est différent de Q', on a aussi A est différent de B. Donc, vous avez A et B, ils appartiennent à B. Et ils sont différents, distincts. Et ils sont en relation. Ça veut dire que B appartient à la classe de A. Donc, ça veut dire que B interclasse de A, il contient A et B. Parce que ce sont deux éléments de B qui appartiennent à la même classe. Donc, ça veut dire que B interclasse de A contient A et B, qui sont distincts. Et ça, c'est absurde, par construction de B. Parce que B rencontre chaque classe en un seul point. Donc, les B plus Q sont 2 à 2 disjoints. OK? Q variant de moins à 1 inter Q. Bon, montrons maintenant que B n'est pas mesurable. Supposons par l'absurde que B est mesurable, c'est-à-dire il appartient à Beer-Chapeau. Donc, B plus Q appartient à Beer-Chapeau d'après le cours. Le translaté d'un élément de Beer-Chapeau est un élément de Beer-Chapeau. Pour tout Q appartenant à moins à 1 inter Q. C'est vrai même pour tout Q appartenant à R. Okay? Donc, en particulier, pour tout Q appartenant à moins à 1 inter Q. Et la réunion, bien sûr, appartient à Beer-Chapeau parce que c'est une réunion dénombrable ici. L'ensemble des indices est dénombrable. Beer-Chapeau est stable pour les réunions dénombrables. OK? Donc, cette réunion-là, elle appartient à Beer-Chapeau. Et d'après l'encadrement précédent, donc, tout est mesurable ici, ce sont des éléments de Beer-Chapeau. Donc, lambda de 0,1 est inférieur à lambda de cet ensemble est inférieur à lambda de 1, 2. Lambda de 0,1, c'est 1, et lambda de cet intervalle, c'est 3. Donc, on a ceci. Donc, la mesure de cet ensemble, lambda de cet ensemble, est comprise entre 1 et 3. Or, les B plus Q sont disjoints 2 à 2. Ils sont mesurables et disjoints 2 à 2. Okay? Ils sont mesurables et disjoints, parce qu'on a supposé que B est mesurable. Donc, les B plus Q sont mesurables et on a déjà vu qu'ils sont disjoints 2 à 2. Donc, la mesure ici, c'est la somme. Donc, la mesure, c'est la somme. Et comme lambda est invariante par translation, vous avez lambda de... Revenons ici. Donc, la mesure ici, c'est la somme des mesures, mais lambda de B plus Q, c'est lambda de B. Parce que lambda est invariante par translation. Donc, on obtient ici la somme sur Q appartient à moins 1 inter Q, lambda de B. Parce que lambda de B plus Q égale lambda de B. Donc, on obtient sigma sur Q appartient à moins 1 inter Q, lambda de B, supérieur ou égal à 1, inférieur ou égal à 3. Bon, on a le droit d'utiliser cette somme parce que cet ensemble est dénombrable. OK? Ou si vous voulez, si ça vous gêne, on peut faire comme ça. Regardez. Regardez l'étoile en bas. Bon, puisque moins 1 inter Q est dénombrable, donc c'est une suite. Il existe une suite Qn, telle que moins 1 inter Q, c'est Qn. N appartient à N. Donc, la réunion sur Q appartient à moins 1 inter Q de B plus Q. C'est la réunion de N égale 0 à plus infini de B plus Qn. Parce que les Qn, ce sont exactement les éléments de moins 1 inter Q. Après ça. OK? Et là, on se ramène à une suite, facilement. Donc, lambda de la réunion, les B plus Qn sont disjoints 2 à 2, on l'a déjà vu. Donc, lambda de la réunion, c'est la somme de N égale 0 à plus infini, lambda de B plus Qn. OK? Et puisque lambda est invariante par translation, c'est sigma de N égale 0 à plus infini, lambda de B. OK? Mais ce qu'on a écrit en haut est aussi correct, il n'y a pas de problème. Donc, si vous voulez vous ramener à une suite, utilisez ça. Ça vous gêne. Donc, on obtient ceci. Or, bon, si lambda de B égale 0, cette somme est nulle. Donc, ça, c'est absurde. On aura 0 entre 1 et 3. C'est absurde. Si lambda de B est strictement positif, on obtient ici plus infini. OK? C'est une somme d'une suite constante, non nulle. OK? Donc, si lambda de B est strictement positif, la somme ici, c'est plus infini. Donc, vous aurez plus infini compris entre 1 et 3. C'est absurde. Donc, dans les deux cas, on obtient une absurdité. L'encadrement 2 est impossible puisqu'il ne peut être vérifié ni pour lambda de B égale 0, ni lorsque lambda de B est strictement positif. Donc, on a trouvé l'absurdité. Donc, ce qu'on a supposé est faux. Qu'est-ce qu'on a supposé? On a supposé que B est mesurable. Donc, B n'est pas mesurable. Vous voyez déjà, pour montrer que B n'est pas mesurable, le raisonnement qu'on a fait.
On a introduit une relation d'équivalence. Bon, la construction de l'ensemble B. OK. Bon, un petit mot sur B ici. La construction de B. Soit B l'ensemble obtenu en prenant un seul élément de chaque classe d'équivalence. Et on a vu que les classes d'équivalence sont infinies dénombrables. Elles sont toutes infinies dénombrables. Donc là, vous avez une infinité de choix. Une infinité de choix de B. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a pris de chaque élément, de chaque classe d'équivalence, un seul élément. Bon, on peut changer les éléments, bien sûr. OK? Donc on a une infinité de choix. On a même une infinité non dénombrable de choix. Parce qu'on a une infinité non dénombrable de classes d'équivalence. Donc les ensembles non mesurables ici, d'après ce raisonnement, et on a une infinité non dénombrable. Et on a une infinité non dénombrable, regardez la construction. Leur construction n'est pas évidente. OK. Troisième question. Troisième et dernière question. Montrer que tout ensemble mesurable contenu dans B est de mesure nulle. S'il y a un ensemble, B n'est pas mesurable. Mais s'il y a un ensemble mesurable qui est contenu dans B, et on a bien sûr, okay, tout ensemble mesurable contenu dans B est un négligeable. Mais il faut qu'il soit mesurable, bien sûr. Donc, soit E, soit E immesurable, un élément de BR chapeau, c'est que E est inclus dans l'ensemble B, okay, montrant qu'il est négligeable, qu'il est de mesure nulle. Bon, bien sûr, les ensembles E plus Q, Q appartient à moins A1, sont disjoints 2 à 2. Parce que E plus Q, il est inclus dans B plus Q, quel que soit Q. Et les B plus Q sont disjoints 2 à 2. Donc, les E plus Q sont disjoints 2 à 2. Ils sont mesurables, bien sûr. Le translaté d'un mesurable est immesurable. E appartient à BR chapeau. C'est un vrai mesurable ici. OK? Donc, les E plus Q sont des mesurables disjoints 2 à 2. Et on a la réunion sur Q appartient à moins A1 inter Q E plus Q. Il est contenu dans la réunion sur Q appartient à moins A1 inter Q B plus Q, qui est contenu dans moins A2. OK? Donc, et ça, c'est un mesurable. C'est une réunion dénombrable de mesurables, bien sûr. Donc, lambda de la mesure de cet ensemble est inférieure ou égale à 3. Comme lambda est, et ils sont disjoints 2 à 2. OK? Donc, la mesure de cet ensemble-là, c'est la somme sur Q appartient à moins A1 inter Q de lambda de E plus Q. Et lambda, elle est invariante par translation. Donc, lambda de E plus Q, c'est lambda de E. Ça, c'est inférieur ou égal à 3. Et E est mesurable. Donc, vous avez sigma sur Q appartient à moins A1 inter Q de lambda de E, inférieur. C'est une somme infinie ici, d'une constante. Est inférieur ou égal à 3. Donc, nécessairement, lambda de E égale 0. Parce que si lambda de E est strictement positif, cette somme est infinie. Donc, il ne sera pas inférieur ou égal à 3. Donc, automatiquement, ici, lambda de E égale 0. Bon, si cette somme vous gêne, vous pouvez utiliser le même raisonnement qu'ici. Considérez ça. Hein? Bien sûr. Et remplacer, bien sûr, cette somme par sigma de n égale 0 à plus infini. D'abord, cette réunion de n égale 0 à plus infini de E plus Qn. Et vous obtenez ici sigma de n égale 0 à plus infini lambda de E. C'est une somme infinie d'une constante. OK? Donc, nécessairement, qui est inférieur ou égal à 3. Majoré, inférieur ou égal à 3. Donc, nécessairement, lambda de E égale 0. Donc, on a montré que toute partie mesurable de B n'est pas mesurable, mais toute partie mesurable de B est un négligeable. Voilà, merci à une autre vidéo, Inch'Allah.